Bonsoir. Plus que jamais, la pandémie de Covid-19 est active et meurtrière. 184 pays sont touchés. Plus de 1 500 000 personnes sont malades du Covid-19. S'il est important de signaler que 340 000 personnes sont guéries, nous déplorons plus de 90 000 morts dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 433 000 cas. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie, avec 725 000 cas et plus de 60 000 morts. L'Espagne observe un plateau, avec 153 000 cas. En Italie, l'épidémie entame une très lente régression, avec près de 140 000 cas. L'Allemagne a plus de 113 000 cas et plus de 2 300 morts, ainsi que le Royaume-Uni, 61 000 cas et près de 8 000 morts, sont encore en phase ascendante. Et on peut noter ce soir que 3 pays déplorent plus de 15 000 décès. C'est le cas des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie, qui a plus de 18 000 décès. En France, nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle qui s'inscrit dans la durée. Tous ensemble, nous devons faire bloc contre le virus, la maladie, l'épidémie, respecter le confinement, la distanciation physique de plus d'1 mètre, tous les gestes barrières et la réduction volontaire et massive des contacts. Grâce à ces mesures, nous sommes en train progressivement de freiner l'épidémie. Pour diminuer encore la pression sur tous nos établissements de santé, sur nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants, qui sont en tension maximale, qui travaillent jour et nuit, nous devons tous ensemble redoubler nos efforts collectifs et solidaires. Ce soir, 1114 établissements de santé font état de près de 62 641 hospitalisations depuis le début de l'épidémie. Vous imaginez donc le poids de cette épidémie sur l'hôpital. Ce soir, 30 767 personnes sont encore hospitalisées pour une infection Covid-19. En 24 heures, ce sont près de 3000 personnes qui sont entrées à l'hôpital. Cela représente encore une hausse, encore un solde positif, 392 malades de plus à prendre en charge par rapport à hier, ce qui montre la dynamique, la cinétique de cette épidémie. 7066 patients graves nécessitent des soins de réanimation. C'est évidemment très supérieur aux capacités initiales de la réanimation française, qui était, je vous le rappelle, de 5000 places. En réanimation, 33% de ces patients ont moins de 60 ans et 61% ont entre 60 et 80 ans. On décompte 105 personnes hospitalisées en réanimation qui ont moins de 30 ans et donc, dans certaines situations, les jeunes peuvent être touchés gravement. Au cours des dernières 24 heures, 369 nouveaux patients ont été admis en réanimation. C'est encore très important. Le solde, la différence entre les entrées et les sorties, qui représente donc le nombre total de patients à prendre en plus chaque jour, est pour la première fois faiblement négatif, de 82 patients. C'est donc une très légère diminution des besoins de réanimation. Ce besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes, de nouvelles machines diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent. Ceci nécessite évidemment d'être confirmé dans les jours à venir. Cette tension sur les équipes de réanimation et les hôpitaux est très inégale et certaines régions ont encore besoin de transférer des patients graves. Demain, 2 nouveaux TGV médicalisés transféreront des patients graves de réanimation de la région Île-de-France vers la région Nouvelle-Aquitaine. Dans les Outre-mer, on relève 141 hospitalisations, dont 42 patients en réanimation. Au total, ce sont, depuis le début de l'épidémie, plus de 23 200 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital. Ce chiffre augmente régulièrement, près de 2000 supplémentaires aujourd'hui. Il faut y ajouter évidemment les dizaines de milliers de personnes guéries en ville, sans passage à l'hôpital. En ce qui concerne la surveillance syndromique en ville, qui est basée, je vous le rappelle, sur la fréquentation des services d'urgence, sur le nombre de consultations effectuées par SOS Médecins,
Les services d'urgence ont accueilli 2613 passages hier pour une suspicion de Covid. 37% des patients ont été hospitalisés, 2,5% en réanimation. SOS Médecins signale 783 interventions hier pour une suspicion de Covid. C'est à peu près la même activité que pour la journée d'hier et cela représente 15% de l'activité totale. Nous sommes très attentifs à la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux et tout particulièrement dans les EHPAD. Dispositif de signalement, je vous le rappelle, a été mis en place le 28 mars. Il monte chaque jour en charge et en puissance. Hier, malheureusement, un défaut technique a empêché chez Santé publique France la remontée des données issues de ces établissements. Au total, depuis le début de l'épidémie, nous avons 31 415 cas confirmés ou possibles de Covid-19 dans 4 897 établissements sociaux et médico-sociaux qui ont donc déclaré des cas et participé à cette remontée d'informations. En ce qui concerne le bilan des décès, la mortalité hospitalière se monte ce soir à 8 044 décès depuis le 1er mars. 82% des décès ont plus de 70 ans. 17 décès ont eu lieu outre-mer, 10 en Guadeloupe, 5 en Martinique, 2 à Mayotte. Au cours des dernières 24 heures, ce sont donc 424 décès qui ont été enregistrés à l'hôpital. Nous déplorons par ailleurs 4 166 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux depuis le début de l'épidémie. Chaque jour, je vous l'ai dit, de plus en plus d'établissements nous font part de leurs données, ce qui explique l'augmentation de ce chiffre. Et puis, vous le savez, nous avons eu un incident technique chez Santé publique France hier, et donc la période couverte n'est pas de 24 heures, mais bien de 48 heures. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès à l'hôpital et en établissement de santé, nous déplorons 12 210 décès en France en lien avec l'épidémie. Selon l'INSEE, qui recueille les données de mortalité recueillies par l'État civil, par les mairies, à l'échelon national, l'excès de mortalité se renforce fortement sur la semaine 14 et atteint déjà plus 41%. C'est un niveau exceptionnel. L'excès de mortalité, d'ailleurs, se stabilise à plus 32% sur la semaine 13. À l'échelon régional, l'excès de mortalité est observé dans 8 régions en semaine 14, Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Normandie. À l'échelon départemental, 36 départements présentent un excès de mortalité en semaine 14, dont 7 présentent un niveau d'excès exceptionnel, le Haut-Rhin, la Moselle, Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Plus de 86 334 cas ont été confirmés par test PCR, c'est 4 286 cas de plus. Notre stratégie de défense face au virus, face à la maladie, face à cette épidémie meurtrière, par le confinement généralisé sur le territoire national, commence à porter ses fruits. Il est donc absolument indispensable de poursuivre le confinement, la distanciation physique d'1 mètre, tous les gestes barrières et la réduction volontariste des contacts. Ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons cette épidémie. Rester à la maison, c'est agir contre le virus, c'est sauver des vies. Le premier signe de ralentissement observé ce soir est lié à votre bon respect du confinement, à votre bon respect des mesures barrières, et donc je vous en remercie très sincèrement. Il est vital de rester vigilant pour protéger nos proches, pour protéger notre famille. Se confiner, c'est entraver la diffusion de la maladie. Je pense aussi aux personnes les plus vulnérables dont l'état de santé est déjà fragilisé. Ils doivent absolument continuer d'avoir accès aux soins et à l'accompagnement dont ils ont besoin, notamment dans les structures qui les accueillent gratuitement. De nombreuses actions sont engagées et les services de l'État, les préfectures, les agences régionales de santé, les associations sont totalement mobilisés avec tous les acteurs du monde social et médico-social pour aller au-devant des publics les plus vulnérables, en particulier les personnes sans domicile, pour poursuivre les mises à l'abri. Ce sont plus de 8 000 places d'hébergement qui ont été mobilisées pour prendre en charge les personnes présentant des symptômes
de Covid-19. La réponse à l'épidémie, ce sont aussi des actions fortes en faveur de la recherche médicale. La France est le pays européen qui a été le plus rapide à recruter des malades pour le programme de recherche Discovery, qui a mis en place dès le début des financements et des collaborations entre tous ces centres de recherche les plus prestigieux et tous ces hôpitaux. Le consortium multidisciplinaire de recherche Reacting a permis d'amorcer des financements importants pour permettre à des projets de recherche scientifique sur le Covid-19 de se mettre en place au plus vite. Dans le cadre de Discovery, nous testons actuellement 4 molécules antivirales déjà connues, employées dans d'autres pathologies. En plus de ces molécules, vous le savez, la France a autorisé des recherches sur les anticorps monoclonaux, sur le plasma des personnes guéries du Covid et sur des thérapies cellulaires spécifiques. Enfin, la France participe activement aux initiatives mondiales de recherche sur le sujet du coronavirus. Tous les travaux concernant ce virus sont mis en ligne en open source et en open access pour partager le maximum de données, avec notamment des traductions d'articles importants, la mise en commun de compétences en recherche, que ce soit du machine learning, du développement, de l'épidémio, et la participation à des hackathons internationaux. Nous soutenons tous les chercheurs, tous ceux qui les aident au quotidien, car lorsque l'on prend en charge un malade, que l'on remplit des carnets de recherche, que l'on fournit des données biologiques, cliniques ou d'imagerie, c'est aussi participer à la recherche clinique. L'Agence nationale de sécurité du médicament soutient la recherche clinique. Les comités de protection des personnes se réunissent même le week-end pour autoriser des recherches. Nous sommes donc tous mobilisés pour faire progresser les connaissances dans un but ultime, lutter ensemble au mieux contre le virus, la maladie et la pandémie. Je vous remercie. 2 questions pour Reuters. Parmi le nombre de cas que vous avancez pour les EHPAD, pouvez-vous nous dire combien sont confirmés ? Alors, nous n'avons pas justement cette distinction précise. Je pourrais vous la fournir parce qu'elle est connue. Il y a les données qui sont confirmées par des tests, les données qui ne sont pas fournies par des tests. Si j'ai le temps de regarder dans les données de Santé publique France, je peux vous les trouver. Alors, nous avons, sur la répartition de tous les cas rapportés depuis le 1er mars, une répartition qui est d'environ 1/3 de cas confirmés et 2/3 de cas possibles. Mais cette technique est assez exhaustive puisque l'idée est qu'à partir des premiers cas confirmés, lorsqu'il y a d'autres cas dans la même chambre, dans le même secteur, tous les cas qui sont considérés comme possibles sont rattachés au coronavirus. Toutes ces données sont rendues publiques. Elles sont d'ailleurs publiées ce soir sur le site de Santé publique France. On nous a expliqué que ce chiffre n'était que de quelques centaines, voire maximum 1000, parce que l'on ne teste que 2 ou 3 personnes par EHPAD, et s'ils sont positifs, on qualifie tous les autres malades comme cas probables ou possibles. Si vous comptabilisez donc ces cas confirmés dans les EHPAD dans le total des cas confirmés, pourquoi pas les sortir du total et ainsi éviter le double comptage ? Non, il n'y a aucun double comptage. Il y a un total de cas qui comprend des cas confirmés et des cas possibles. Et l'ensemble fait partie bien des chiffres que je vous donne, puisque ce soir, je vous ai parlé de 31 415 cas confirmés ou possibles. Il n'y a pas de double comptage. Il y a tous les cas, parmi lesquels il y a des cas confirmés par des tests et des cas possibles rattachés à la survenue de cas groupés dans un EHPAD. Question pour Angers Info, lancée par le CHU d'Angers en collaboration avec 36 autres établissements hospitaliers français. L'étude e-Covid a pour but d'établir avec certitude et neutralité l'impact de l'hydroxychloroquine sur le Covid-19. Avez-vous des résultats ou des premiers éléments d'analyse à nous présenter ce soir sur cette étude ? Non, c'est une étude importante que vous présentez ce soir, qui est effectivement une étude qui est soutenue par de nombreux hôpitaux, qui a pour objectif d'ailleurs de proposer un traitement dans un cadre randomisé, dans un cadre réglementaire de recherche de très haut niveau, un traitement effectivement par hydroxychloroquine à des personnes qui ne sont pas hospitalisées. Donc il y a effectivement cette nécessité de mieux comprendre quel serait l'impact de certaines molécules avant même l'hospitalisation chez des personnes fragiles et qui ont un risque élevé d'hospitalisation, parce que je voudrais expliquer ce soir quel est l'objectif principal des recherches sur le virus. C'est évidemment de réduire la mortalité, c'est évidemment de réduire le passage en réanimation, et c'est aussi de réduire le risque d'hospitalisation. Donc on s'adresse à des personnes qui sont à risque, puisqu'il faut quand même le rappeler aussi ce soir, la maladie est vraiment dans une immense majorité des cas bénigne chez des sujets jeunes, chez des sujets qui n'ont pas de comorbidité, et donc il y a vraiment un intérêt à comprendre
pourquoi certaines personnes fragiles, pourquoi personnes âgées vont se retrouver en réanimation avec une réaction inflammatoire qu'on n'explique pas. Et donc plusieurs pistes sont actuellement à l'étude. Je vous ai parlé des molécules antivirales. Il y a des molécules aussi qui freinent ou empêchent la réaction inflammatoire exagérée de l'organisme qui est, semble-t-il, la base du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il y a des innovations très fortes en France, comme des anticorps monoclonaux, comme le plasma thérapeutique, c'est-à-dire d'utiliser les anticorps de personnes qui ont été malades et qui renvoient l'ascenseur d'une magnifique façon en protégeant éventuellement des personnes qui sont encore hospitalisées en réanimation. Il y a même de l'utilisation de cellules souches, donc il y a beaucoup de pistes pour les personnes les plus graves pour éviter justement l'aggravation et le passage en réanimation et surtout pour éviter le risque de décès. Parmi l'ensemble des études menées actuellement en France et en Europe, existe-t-il une étude qui reprenne exactement le protocole mis en place par le professeur Didier Raoult de l'IHU de Marseille ? Alors, le professeur Raoult propose plusieurs pistes. Il propose des pistes avec hydroxychloroquine ou avec hydroxychloroquine associée à un antibiotique. Cette proposition, d'ailleurs, est reprise dans de nombreux bras de protocoles internationaux ou de protocoles français. Et donc, nous aurons, à l'issue de ces essais thérapeutiques bien menés, des résultats positifs ou négatifs. Nous espérons tous, évidemment, des résultats positifs. Nous attendons tous une molécule qui a un impact, mais les Français ont bien compris que la recherche devait être menée de façon rigoureuse pour donner des résultats définitifs sur l'efficacité, l'innocuité et les bénéfices, risques de chaque attitude thérapeutique et les indications de ces traitements, soit en ville, soit à l'hôpital et en fonction du contexte particulier de certains malades. Une question pour Wall Street Journal. Fin mars, les autorités sanitaires françaises ont préconisé l'usage de l'hydroxychloroquine pour les personnes atteintes de Covid-19 et hospitalisées, plutôt dans un état grave. Pour sa part, le professeur Raoult a recommandé un usage plus précoce de ce médicament, expliquant que quand les patients sont dans un état grave, la molécule n'est plus efficace. Êtes-vous en train de réviser vos recommandations pour éventuellement autoriser une plus large utilisation de ce médicament ? Non, nous ne révisons pas nos recommandations, nous encourageons le plus possible tous les protocoles de recherche. Nous avons vraiment, je crois, mis en place une procédure dite de fast track, c'est-à-dire de procédure accélérée pour toutes les personnes qui souhaitent faire des protocoles. Ça peut être même des protocoles en ville, ça peut être des liens entre des médecins de ville et des médecins hospitaliers. Tout est possible, tout doit être fait pour faciliter la recherche, mais nous en sommes encore à un stade où nous avons besoin d'acquérir des connaissances scientifiques, et quand les connaissances scientifiques seront solides, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, il y aura évidemment des recommandations thérapeutiques. C'est le cas, c'est une attente internationale. Une question pour CNN. Où en sommes-nous de l'homologation des tests sérologiques ? Quand la production industrielle pourrait-elle commencer ? Alors la production industrielle a commencé. Vous savez que de très nombreux laboratoires proposent différents tests sérologiques. La responsabilité des autorités françaises et européennes, c'est d'homologuer ces tests, puisqu'on va tester leur fiabilité, leur sensibilité, leur spécificité. Ça veut dire quoi ? Je vais donner 2 exemples que les Françaises et les Français vont très bien comprendre. On va voir si ce test détecte la maladie sur des échantillons de sang anciens, 2017-2018. Tous ces tests doivent être négatifs puisque le virus n'existait pas à cette époque. Inversement, on va prendre des malades qui ont été objectivement malades avec un test positif, un test de recherche virale positif, qui ont été hospitalisés, qui ont été en réanimation, qui ont fait une infection grave, et 2 ou 3 semaines plus tard, on va utiliser leur échantillon de sanguin pour savoir si oui ou non ils ont des anticorps. Ces malades doivent avoir des anticorps. Et donc ces tests vont être testés justement pour voir leur capacité à bien détecter des patients négatifs et leur capacité à bien détecter des patients positifs. C'est ainsi qu'on fait pour tous les tests, avec un centre national de référence, et les meilleurs tests seront rapidement homologués pour les mettre à disposition de tous les laboratoires en France. Une question pour France Inter. Est-il envisagé de constituer un échantillon représentatif de la population française ou d'une zone particulièrement touchée par le Covid-19 et de mesurer la prévalence parmi cet échantillon du virus ? N'est-ce pas la seule manière de connaître avec précision la proportion de personnes aujourd'hui immunisées dont celles qui n'auraient pas développé de symptômes ? Oui, ce sont des études qui sont en cours, ce qu'on appelle des études de séroprévalence, c'est-à-dire qu'on prend des sérums de personnes soit malades, soit soignantes, évidemment volontaires, pour savoir quelle est la part parmi elles de personnes qui ont des anticorps. Ça a été fait, vous le savez, puisqu'il y a eu une grande enquête sur des populations de l'Oise, ça a été fait chez des professionnels de santé volontaires, ça a été fait dans certaines populations de personnes donneurs de sang, et donc vous savez que les donneurs de sang servent aussi de repères, peut-être, j'allais dire, sur la partie la plus faible
la borne la plus faible de la population française, parce que les donneurs de sang ont une excellente santé, ils s'excluent du don du sang quand ils sont malades, et donc les études de séroprévalence sur les donneurs de sang donnent la borne basse de la prévalence, puisque ce sont des gens qui font très attention à leur santé et qui s'excluent du don du sang s'ils ont été malades. Donc c'est un élément intéressant que d'avoir des personnes très exposées, par exemple des professionnels de santé du Grand Est, et puis des personnes très peu exposées, pour qu'on ait une idée de plus en plus précise de la circulation du virus au sein de la population. Une question pour l'AEF. Une étude réalisée par la Caisse autonome de retraite des médecins français et publiée ce soir par voie de communiqué de presse, à partir des données de la DGS sur les nouveaux cas de malades Covid hospitalisés depuis le début du confinement et jusqu'au 8 avril, aboutit à affirmer que le pic épidémique a été atteint le 31 mars et que la fin de l'épidémie, en l'absence de nouveaux cas, pourrait être atteinte autour du 30 avril, si le confinement est maintenu. Jusque-là, qu'en pensez-vous ? Alors, vous savez, moi, je me méfie beaucoup de ce type d'études. C'est pas l'étude que vous citez là, mais les Français aiment bien des faits, et l'épidémie ne régressera que quand il y aura moins de patients à l'hôpital, moins de patients en réanimation. C'est vraiment un élément totalement objectif. Alors, ensuite, qu'il y ait moins de consultations en médecine de ville, c'est vrai. C'est ce que je vous cite aussi. Il y a un peu moins d'activité. Un petit peu moins d'activité de passage aux urgences, un petit peu moins de recours à SOS médecins, un petit peu moins de tests pratiqués en ville parce que les gens on ont moins d'indications. C'est pas qu'on n'a pas de tests, mais c'est que les gens se présentent moins. Et donc ça, ce sont des signes de ralentissement de la demande. Mais aujourd'hui, sur nos critères majeurs, qui sont, je vous le rappelle, de soulager l'hôpital, de soulager nos équipes en réanimation, nous sommes au plus haut. Et donc nous ne saurons que nous avons passé le moment le plus difficile que quand nous aurons une baisse régulière et confirmée du nombre de cas de personnes en réanimation et en milieu hospitalier. Une question pour Hospimedia. La nouvelle stratégie de dépistage massif en EHPAD est-elle déjà appliquée ? Combien d'établissements en ont déjà bénéficié ? Alors, tous les établissements qui ont des cas doivent avoir accès à un dépistage. C'est la demande très claire du ministre des Solidarités et de la Santé, c'est-à-dire qu'un responsable d'EHPAD qui a un premier cas chez un résident ou qui a un premier cas chez un personnel, doit pouvoir dans la journée faire tester soit ce résident, soit ce personnel. Et donc nous avons beaucoup insisté pour qu'il y ait une déclinaison territoriale dans chaque département, avec l'agence régionale de santé, avec le préfet, avec le président du conseil départemental. Tous ces acteurs comptent. Pourquoi ? Pour mettre en place un réseau d'aide à chaque EHPAD, lui permettre de savoir quel est l'hôpital référent, comment procéder au dépistage, où doit être envoyé le personnel, comment le résident peut être testé, pour que cette prise en charge optimale existe dans tous les départements pour chaque EHPAD et que chaque EHPAD qui en a besoin puisse avoir accès aux tests. Une question pour la paix. Pourriez-vous faire le point sur l'étude Discovery et notamment les médicaments autres que l'hydroxychloroquine ? Alors, dans l'étude Discovery, il y a 4 bras. Je n'ai pas les bras en détail, mais effectivement, il y a plusieurs antiviraux et plusieurs antirétroviraux qui sont testés avec différentes associations. Il y a un bras classique de soins traditionnels, sans nouvelles molécules. Et donc, ce sont effectivement 4 molécules dites antivirales avec une action antivirale qui sont testées, alors que dans d'autres bras, comme dans d'autres études, comme dans Corimmuno, qui est aussi une étude importante, on utilisons plutôt des anticorps monoclonaux, donc c'est une autre approche. C'est une approche plutôt de type anti-inflammatoire. Une question pour la Repubblica. La publication des premiers résultats de l'essai Discovery pour tester 4 traitements, dont l'hydroxychloroquine, avait été annoncée pour la semaine dernière. Pourquoi ne sont-ils pas encore connus ? Quelles sont les raisons de ce retard ? Alors, il n'y a pas de retard. C'est juste que peut-être qu'il y a eu un quiproquo. En pratique, pour qu'on ait des résultats d'une étude, il faut que cette étude inclue. Cette étude inclut bien. Il y a beaucoup de patients qui sont dans l'étude Discovery, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, est une étude internationale pilotée par un médecin français, le professeur Florence Ader, à Lyon. Cette étude, elle a beaucoup inclus de patients, mais il y a un moment où il faut que les patients puissent arriver au bout de leur traitement. Donc c'est au moins 15 jours. Il faut évidemment qu'on ait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de patients pour pouvoir analyser les choses. Donc nous sommes dans cette phase-là où plusieurs dizaines de patients ont eu 15 jours de suivi. Toutes les données sont en cours de recueil, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, et toutes ces données sont présentées à un comité de suivi qui va dire si oui ou non il faut arrêter ou poursuivre les bras, et si oui ou non il y a un résultat qui sort. Par contre, je voudrais dire ce soir aux Françaises et aux Français qu'un résultat intermédiaire ne veut pas dire grand-chose et peut être décevant. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que peut-être que la semaine prochaine, le comité qui va étudier toutes les données disponibles pourra peut-être dire qu'il n'y a pas
d'effets observés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais au bout de 100 patients ou au bout de 15 jours, on n'arrive pas à déterminer un avantage particulier d'un traitement par rapport à un autre. Et donc on ne peut pas tirer de conclusion définitive. Donc c'est un premier test, c'est une première analyse de ce qu'on a comme données, mais parfois c'est décevant. Une question pour CNews. Comment s'organise le retour des malades transférés dans leur région d'origine ou à l'étranger ? Alors c'est une très bonne question. Nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui, malheureusement pour eux, mais comme vous le savez, plus de 600 malades graves ont été transférés dans d'excellentes conditions grâce à une très forte mobilisation des équipes de transfert. Je vous rappelle que chaque transfert nécessite la mobilisation d'une équipe lourde, une équipe avec un médecin spécialiste de réanimation, avec des anesthésistes, avec des internes, des infirmiers. Et donc aujourd'hui, ils sont pris en charge dans des CHU français pour la plupart du temps, parfois dans des centres hospitaliers de très haut niveau, dans des pays amis frontaliers. Et donc quand la sortie de réanimation se fait, en général, eh bien, on peut organiser un transfert vers un service de médecine, vers un service de rééducation beaucoup plus proche du domicile du patient. Mais donc effectivement, on vous donnera le devenir de ces patients transférés. Une question pour Médicite. Est-ce que la piste de l'ivermectine va-t-elle être explorée comme piste d'un éventuel traitement ? Alors effectivement, j'ai vu cette possibilité-là. C'est un antiparasitaire. Ça fait partie d'une technique que l'ensemble des chercheurs sont en train de mobiliser à l'international comme en France. C'est une technique qu'on dit de criblage. C'est-à-dire qu'en pratique, on prend toutes les molécules actuellement disponibles dans le monde et on les teste contre le virus. Malheureusement, ce sont des techniques, alors d'abord très lourdes, très longues, mais surtout qui sont encore très préliminaires parce qu'on regarde juste si le virus est gêné par telle ou telle molécule. Mais c'est des résultats qui sont encore très in vitro, comme on dit, et qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'efficacité chez l'humain. Et donc, c'est une première indication qui peut orienter des cliniciens vers une molécule ou vers une autre en disant s'il y a des résultats intéressants de cette étude in vitro, ne faut-il pas tester en réalité chez l'homme cette molécule. Donc ça fait partie de la réflexion, mais il y a beaucoup de molécules qui sont concernées par cette réflexion et on peut vraiment saluer une mobilisation totalement internationale de la communauté scientifique. Une question pour VL Média. Quelles sont les principales séquelles d'une prise en charge prolongée en réanimation ? Le Covid-19 les aggrave-t-elle ? Alors, ce qu'il faut noter, et ça sera dans le bulletin de Santé publique France, c'est que les personnes qui sont en réanimation sont majoritairement des personnes qui ont des comorbidités. Des pathologies cardiaques, un diabète, des pathologies respiratoires et pulmonaires. Ça, c'est un fait observé. Par définition, on le sait, tout séjour hospitalier, tout séjour en réanimation chez des patients qui ont une atteinte chronique, en général, aggrave cette pathologie, nécessite des soins complémentaires et un rééquilibrage, une rééquilibration du traitement. Et donc, nous avons besoin de suivre ces patients, les réanimateurs les suivent de façon très étroite, et évidemment, les suites peuvent être plus longues, plus complexes, nécessiter des hospitalisations plus longues, de la réadaptation cardiaque, de la réadaptation respiratoire, voire même de la rééducation motrice, parce que être longtemps en réanimation, on n'arrive plus à marcher, parce qu'on a désappris à marcher, parce qu'on a perdu beaucoup de muscles. Donc tout ça fait qu'on a des soins lourds, qu'on a besoin de kinés, qu'on a besoin d'infirmiers, qu'on a besoin d'un temps important avant de rentrer à domicile. Toute cette prise en charge va être désormais possible dans tous les centres hospitaliers. Il y a une forte mobilisation aussi des autres services. Et j'en profite aussi pour dire, puisque vous me parlez des personnes qui ont des pathologies chroniques, pour rappeler ce soir que toutes ces personnes doivent absolument être suivies, ne pas rester confinées chez elles si elles ont des examens importants à faire, si elles ont un médecin spécialiste à consulter, si elles avaient prévu de faire un bilan, si elles sont attendues dans un service hospitalier. Nous leur conseillons vraiment de contacter leur médecin, d'appeler le service pour savoir si un bilan doit être fait, parce que le pire serait que ces personnes restent à domicile sans être suivies, sans le bilan prescrit, sans avoir accès aux examens ou aux traitements nécessaires, parce que nous ne voulons pas justement de dégradation de ces personnes qui ont besoin d'un suivi régulier et qui doivent aller à leur rendez-vous, surtout si c'est des rendez-vous importants de prise en charge pour leur pathologie. Une question pour l'APM. En partant du principe que les tests sérologiques seront bientôt disponibles en France, quelle est votre opinion sur le concept de certificat d'immunité proposé par certains élus ? Alors, il n'existe pas de certificat d'immunité jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas un concept que nous utilisons en France. Mais par contre, ce qui est important, je pense, pour l'individu, c'est effectivement que quelqu'un qui a été malade, que quelqu'un qui est soignant, par exemple, puisse avoir accès à ce test pour savoir
si effectivement il est immunisé. Donc ça, c'est une démarche individuelle, mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans une stratégie collective de distribution de certificats. C'était la dernière question, je vous remercie. Merci à vous.